Hi, ma'am. So I think you can switch to the first slide. The first slide, let's start with the first slide. Yeah, thanks. Thank you very much. Okay, so I'll be adding participants to join the call shortly. Thank you very much, and good luck to every one of us. Hello, good afternoon, everyone. Welcome to another session of the Bon après-midi tout le monde. Bienvenue à cette autre session du programme d'accélération en ligne de Fashionomics. Nous allons commencer la session d'ici très peu. Bonjour tout le monde. Alors, c'est une autre session excitante. Aujourd'hui, nous allons parler de tout ce qui a trait au prix et au coût de production. Olunlabake, est-ce que tu veux dire quelque chose avant ou est-ce que tu veux que j'y aille tout de suite? Alors, je veux juste vous rappeler les règles de base. N'oubliez pas les règles à suivre de base. Alors, veuillez activer votre caméra si possible. Utilisez le chat box pour poser vos questions. Levez la main si vous voulez dire quelque chose, mais pour cette réunion, étant donné que nos micros sont désactivés, utilisez le chat pour poser vos questions et nous envoyer vos commentaires. Alors, donc, on ne vous autorise pas à activer vos microphones. Participez activement donc, dans le chat. Assurez-vous que votre nom sur Zoom corresponde à votre nom à l'enregistrement pour qu'on puisse prendre les présences. Ces présences seront prises à tout moment durant la session. Donc, assurez-vous que votre nom corresponde à votre nom d'enregistrement pour que vous soyez marqué comme présent. Alors, si votre nom sur Zoom, c'est iPhone ou quelque chose comme ça, alors renommez-vous pour qu'on voit votre nom à l'enregistrement. Je suis sûr que vous aurez beaucoup de plaisir avec notre facilitatrice aujourd'hui, Anne McCreath, qui continuera avec le sujet des revenus et fixation de prix. Merci. Alors, c'est super d'être de retour. Et aujourd'hui, c'est une session vraiment importante parce que beaucoup d'entre vous n'arrivent pas à faire croître votre entreprise parce que vous n'avez pas assez d'argent, de revenus. Et une des raisons pour lesquelles vous n'avez pas assez d'argent, c'est parce que vous n'avez pas bien peut-être calculé le coût de production de vos produits et vous n'avez peut-être pas aussi fixé les prix appropriés pour vos produits. Ces deux éléments vont ensemble. Il y a des approches différentes, alors c'est important de bien comprendre tout ça. Alors aujourd'hui, on va faire la présentation et si on a le temps, on va faire une démonstration de comment remplir une feuille de calcul de prix. Et c'est maintenant le temps ce sera le temps de faire votre devoir avec votre item, votre meilleur vendeur, votre best-seller. Alors, pourquoi on vous a demandé hier de penser à votre best-seller? Parce que c'est l'item, l'article que vous vendez le plus. Maintenant, si vous faites une erreur, si vous ne fixez pas le bon prix pour votre article et que vous le vendez au mauvais prix à votre client, eh bien, vous ferez beaucoup de pertes. Et de la même façon, si vous donnez une belle marge de profit quand vous fixez le prix de votre produit, eh bien, c'est là que vos revenus vont venir le plus. Alors, après la session d'aujourd'hui, vous serez capable de réviser et de réfléchir si vous facturez le bon montant pour cet article que vous vendez, votre meilleur vendeur. Et souvent, le problème, ce n'est pas qu'on doit réduire le prix. Souvent, le problème, c'est que ce n'est pas assez cher, on doit augmenter le prix. Alors, avant de partager les diapos, je veux que vous pensiez à vous-même. Pensez à votre attitude vis-à-vis les prix. Et pourquoi est-ce que vous facturez ce prix que vous fixez? Et j'entends souvent, « le client ne peut pas payer plus d'argent, le client n'a pas d'argent. » Parfois, c'est vrai. Mais la plupart du temps, ce n'est pas vraiment la réalité. Alors, ce qui arrive souvent, c'est qu'on regarde les gens autour de nous qui sont des amis ou des clients et on se sent triste pour eux. Alors, déjà, on se présente en pensant que on ne peut pas facturer tel ou tel prix parce qu'on n'a pas,
on ne donne pas la bonne valeur à nos compétences. Quand on va chez le docteur, par exemple, on paie cher parce qu'on donne de la valeur à ses compétences. Par contre, quand on vend quelque chose, un vêtement, on ne se considère pas comme un docteur. Alors, on paie le docteur parce qu'on va avoir un service. Et quand les gens viennent vers nous, ils ont aussi besoin d'un service. Ils ont besoin de quelque chose de beau à apporter pour une occasion, pour leur vie de tous les jours. Ils ne savent pas comment le faire. Alors, ils viennent nous voir parce qu'on a une compétence à laquelle ils donnent de la valeur. Ils nous font confiance qu'on peut leur donner quelque chose qui les fera bien paraître, qui les fera se sentir bien et qu'ils vont se sentir confortables devant d'autres personnes, avec d'autres personnes en portant ce vêtement. Alors aujourd'hui, je vais vous demander si vous fixez des prix très bas pour vos produits et que vous n'avez pas assez d'argent dans votre entreprise, est-ce que c'est parce que vous êtes même la barrière qui vous empêchez de facturer bon prix et que comme ça, vous vous bloquez, vous n'avez pas d'argent à réinvestir dans votre entreprise pour la faire grandir? Est-ce que vous considérez ça comme un hobby, comme un passe-temps, que vous injectez de l'argent qui vient de l'extérieur? Est-ce que vous faites est-ce que vous faites de la compétition au marché des vêtements de seconde main? Peut-être sur votre marché, il y a beaucoup de vêtements de seconde main peu chers. Alors, demandez-vous combien de valeur vous accordez à vos compétences. Alors maintenant, laissez-moi partager les diapos et on va voir si peut-être que vous allez vous reconnaître là-dedans aujourd'hui. Alors, premièrement, combien votre produit coûte à faire? C'est une question très importante parce que la différence entre votre coût de vente, votre prix de vente et votre coût de production, la différence entre les deux, eh bien, c'est votre profit. Évidemment, vous avez d'autres choses à payer dans votre entreprise, mais quel est le profit sur cette robe, ces pantalons, cette veste? Quel est l'argent, le profit que vous faites sur un produit donné? Alors, voyons comment on peut faire ça, calculer tout ça. Alors, premièrement, les designers souvent trichent sur la façon dont ils facturent, dont ils fixent le prix de leurs produits. Alors, quand on parle du coût de production, il y a toutes les petites choses qu'il faut prendre en considération pour le faire correctement. Alors, des choses qui font que vous ne fixez pas vos prix correctement, vous vous sentez, vous avez vos clients en pitié, vous manquez de confiance. Parfois, c'est parce que vous vendez selon le prix et non pas la valeur. Ce que je veux dire par ça, c'est que si vous êtes sur une place de marché, que vous vendez exactement la même chose que votre voisin, vous vendez des légumes et tous les légumes ont l'air pareils. Et donc, vous regardez regardez le prix de votre voisin et là, vous dites, aujourd'hui, j'ai trop d'oignons, le prix descend. Mon voisin a trop de tomates, le prix descend. Mais pour nous, en tant que designer, avec nos propres marques, on n'a pas une compétition directe. On n'a pas de concurrents directs. Nous sommes des artistes. Nous faisons quelque chose d'original, de différent de tout le monde. Alors, pourquoi est-ce qu'on vendrait nos produits en se basant sur les prix que les autres fixent? Alors, parfois, si vous faites des vêtements de masse, de la mode de masse, et qu'il y a d'autres marques qui font ça aussi, des choses semblables, alors là, oui, vous aurez de la compétition. Mais si vous êtes un designer, vous vendez des pièces originales, vous n'avez pas à considérer la compétition. Alors, vous devez penser à comment le vêtement est beau, comment il tombe sur le corps, comment le col est beau et tout. Et c'est ça que vous dites à votre client pour justifier le prix. Donc, vous fixez votre prix selon la valeur du produit. Parfois, c'est qu'on vous force. Il peut y avoir un client qui soit vraiment insistant, qui veut vous obliger à réduire vos prix. Et ensuite, vos prix sont réduits toujours. Et voilà. J'ai un client aujourd'hui qui s'est mis d'accord avec moi sur le prix, mais on a pris une pause. On a pris une pause parce qu'on était fatigué. On a fait beaucoup de vêtements pour cette personne, mais à un certain moment, ça ne marchait plus. On faisait beaucoup d'efforts, mais le résultat, il y avait beaucoup de résistance du client et il voulait que ça soit moins cher. Donc, on a fixé les prix à nos prix courants qui sont beaucoup plus hauts maintenant. On
on donne de la marge pour un petit rabais de temps en temps. Le client était très insistant, je veux avoir mon argent, je veux avoir mon tissu, etc. Et on a dit, pas de problème, revenez le chercher, donnez-nous 3 jours et venez chercher votre tissu et votre argent. Et une de mes vendeuses a dit, aimeriez-vous que nous fassions des vêtements avec ce que nous avez déjà donné ou est-ce que vous voulez qu'on vous le retourne? Alors, en résumé, la dame a dit, elle a continué avec sa commande. On lui a donné le rabais qu'on avait déjà, pour lequel on avait déjà donné une marge dans notre prix. Et elle a décidé finalement qu'elle allait continuer avec sa commande. Alors, parfois, en tant que designer, on n'a pas le choix, on doit mettre notre pied à terre et on ne doit pas se laisser, et on ne doit pas céder trop rapidement. Alors, si vous savez ce que votre produit vaut, eh bien, résistez, dites désolé, je ne peux pas, c'est pas possible à ce prix. Vous pouvez leur dire, ou c'est votre personnel, ils peuvent dire, ben, je suis désolé, la nouvelle directrice a dit, non, on ne peut pas aller plus bas que tel prix. Et si le client veut partir, eh bien, laissez-les partir. Mais ne vous laissez pas intimider par vos clients. La prochaine chose que les designers font souvent, c'est qu'ils ne savent pas le prix, le coût de leurs produits. Alors, vous achetez, alors certaines boutiques vous donnent des reçus. Parfois, vous les mettez dans votre poche, dans un sac et vous les oubliez, vous les jetez par accident. Vous n'avez pas noté le prix, le coût. Alors, vous devinez, vous êtes en train de deviner. Alors, je vous conseille, trouvez quelqu'un dans votre bureau, dans votre atelier, ça peut être un tailleur, n'importe qui, quelqu'un qui est bon avec les chiffres, avec l'argent, et donnez-leur comme boulot de collecter les reçus et que ce soit leur travail de vous demander combien avez-vous payé pour telle ou telle chose avant que vous oubliez. Ensuite, prochaine diapo. Alors, voyons comment vous pouvez tricher, comment vous pourriez tricher sur, vous trichez vous-même, quoi, sur vos coûts de production. Alors, vous ne facturez pas, vous ne prenez pas en compte votre temps et vos efforts. Alors, par exemple, vous levez tôt le matin, vous travaillez avec un client et donc, beaucoup de gens oublient de facturer, de prendre en compte leur propre... Beaucoup de designers oublient de prendre en compte leur propre temps et vous devez payer pour votre temps. Donc, ça, c'est la première chose. Ensuite, peut-être que vous sous-évaluez le coût du tissu. Vous avez oublié que peut-être vous avez une voiture ou une moto pour aller chercher le tissu, vous avez oublié de prendre en compte le prix de l'essence, le prix de l'entretien du véhicule. Peut-être vous avez oublié certaines parties dans le procédé. Alors, peut-être que vous allez vous rappeler des coûts d'imprimerie, mais peut-être dans votre atelier, vous avez diverses activités pour produire une robe, par exemple, et vous avez oublié combien de temps ça prend. Alors, par exemple, vous couvrez des boutons pour pour mettre sur une robe et vous avez oublié combien de temps ça prend pour faire ces boutons. Alors, quand c'est dans votre propre atelier avec votre propre personnel, est-ce que vous vous rappelez le temps pris par tous ces procédés? Alors, levez la main si vous avez des nouvelles pièces, des nouveaux morceaux de tissu, des morceaux de tissu non utilisés qui ont été sur vos tablettes depuis très longtemps. Des bouts de tissu qui traînent depuis longtemps sur vos tablettes. Pesez sur le bouton de réaction. Alors oui, je vois certains qui lèvent la main. Alors, avec le temps, vous avez acheté des choses et vous ne les avez pas utilisées. Vous les mettez sur vos tablettes et un jour, vous décidez de les utiliser, mais vous ne facturez pas le prix correct pour ces tissus parce que vous avez oublié combien ils ont coûté. Alors, ça, c'est des choses que vous devez facturer au même prix que si vous l'achetiez aujourd'hui. Alors, si vous l'avez acheté il y a 3 ans, mais non, vous le facturez, vous l'évaluez au prix d'aujourd'hui. Parce que vous l'achetez, vous fixez vos prix selon votre coût actuel et non pas le coût imaginaire d'il y a plusieurs années. Pardon, interprète. Alors certains d'entre vous estimez la quantité de tissu que ça prend trop bas. Mais rappelez-vous,
votre client vient vers vous parce qu'ils veulent un vêtement beau et ils savent que vous avez les compétences pour le faire et ils ont probablement de l'argent dans leur budget juste pour ça. Et ils ont plus d'argent que vous. Et, pardon, l'interprète. Ensuite, vous devez bien connaître la différence entre qu'est-ce que votre produit coûte vraiment et votre prix de vente. La différence entre ces deux choses, c'est votre profit net. Alors, sachez bien la différence. Ça va vous aider à décider si vous avez une quantité limitée d'argent, un budget limité. Vous allez pouvoir choisir, ah, je vais faire ci ou je vais plutôt faire ça, parce que vous allez pouvoir estimer exactement combien de profit vous pourrez faire selon votre choix. Alors ensuite, quand votre entreprise devient plus forte, plus grande, vous pouvez planifier votre production d'une saison à l'autre, mais il y a toujours une phase, un temps où il y a des imprévus, des choses qui changent dans l'environnement, dans l'économie. Le monde fonctionne comme ça. Alors, il faut prendre des décisions rapides, décider, bien sûr, mon argent doit aller à tel endroit ou à tel autre endroit. Si vous savez exactement combien de profit vous faites avec tel ou tel autre produit, c'est facile de faire un choix financier dans ce cas. Alors, je vais juste vérifier très rapidement s'il y a des commentaires jusqu'à maintenant. J'ai oublié de vous dire qu'on va prendre 10 à 15, une pause de 10 à 15 minutes au milieu de la classe parce qu'on a une classe extra longue aujourd'hui parce que la cohorte de l'année précédente a demandé une classe de 2 heures. Alors, je veux juste m'assurer que vous allez avoir une belle pause au milieu pour vous reposer. Une chose pour mentionner avec les directeurs, pardon, l'interprète. Alors oui, le prix que vous fixez, ça peut être quelque chose de très personnel pour vous. Maintenant, dans une compagnie qui a plus de structure, vous aurez un conseil d'administration. Si vous pouvez avoir un conseil d'administration, employez-en un parce que même si vous les payez en vêtements, il vaut mieux parler à vos clients comme si vous avez un conseil d'administration. Alors, vous pouvez leur dire, bien, le conseil d'administration m'a dit que je ne peux pas donner de rabais, mais je comprends votre situation. Je vais vous donner un tout petit rabais comme ça. Je vais réduire le prix un petit peu, 5 ou 10 si vous me payez en comptant, par exemple. Mais je ne peux pas faire plus parce que là, je vais avoir des problèmes avec mes actionnaires, mes directeurs ou mes conseils d'administration. Alors, pensez à une structure qui est au-dessus de votre tête pour que ça ne soit pas que vous avec votre client. On va parler, oui, du coût de votre temps. Le temps de travail, c'est quelque chose qui est un peu difficile à calculer. Alors, même si ma fille s'est introduite dans l'industrie de la mode en ce moment, et il y a des vieux prix qu'elle a dit, mais c'est pas correct ça. Alors, il faut réévaluer les prix avec le temps. Alors, votre main-d'œuvre, vous devez évaluer le prix relié à votre main-d'œuvre au bon taux. Alors, si c'est vous-même, si vous faites le travail et que vous êtes à la machine à coudre et que vous faites le vêtement, alors vous devez fixer la valeur de votre temps comme celui d'un tailleur. Si c'est vous qui coupez les patrons, alors qui coupez les tissus, alors facturez le prix d'un chef tailleur. Si vous découpez les patrons, eh bien, ce prix vaut plus cher encore que le chef tailleur. Si vous faites Alors, généralement, ça peut être dur à trouver sur votre marché, mais en général, ceux qui coupent les coupeurs de patrons, coûtent plus cher que les chefs tailleurs. Et si vous faites le design, ça coûtera encore plus cher. Votre temps vaut encore plus cher. Alors, si vous êtes la personne la plus payée parce que vous êtes le directeur, vous ne pouvez pas utiliser ce taux horaire pour fixer le prix si vous travaillez comme tailleur à la machine à coudre. Alors,
pourquoi on fait ça? C'est qu'au fur et à mesure que vous accroissez votre production, si vous n'avez pas de tailleur, éventuellement, vous aurez un tailleur, ou deux, ou trois. Alors, ce travail sera évalué au prix d'un tailleur, pas au prix d'un directeur. Alors, je ne peux pas vous donner des salaires spécifiques parce que vous vivez tous dans des pays différents avec des taux horaires différents, mais vous devez réfléchir. Vous pourrez réfléchir. Quelle est l'échelle appropriée? Quel serait le salaire horaire d'un tailleur, d'un coupeur de patron, d'un designer? Alors, voyez les prix sur votre marché et évaluez ça. Maintenant, combien de temps ça prend pour faire un design? Alors, avant d'aller vers les ABC, je vais juste mettre l'emphase sur quelque chose pour un instant. Vous, en tant que designer, vous devez vous donner du temps pour faire de nouveaux designs. Et si vous ne faites juste que recueillir des idées par-ci, par-là, des patrons par-ci, par-là, il y a de bonnes chances que quand un client vient dans votre entreprise, dans votre boutique, bien, il y a des divers styles un peu partout, c'est un peu n'importe quoi. Si vous faites un gala, un show de mode, ça paraîtra un peu incertain. Alors, en tant que marque de mode, vous devez mettre du temps, consacrer du temps à la recherche, au design de vos produits. Et il vaut mieux travailler avec des collections parce que quand vous faites une collection, les morceaux s'assemblent. Les morceaux, par exemple, cette jupe va avec cette blouse ou ce manteau va avec ces pantalons ou cette vente va bien avec cette écharpe et cette veste. Alors, quand vous faites une collection, ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui, mais quand vous faites une collection, vous devez planifier les divers morceaux que vous mettez dans votre collection. Alors, vous, en tant que designer, vous devez mettre du temps à part pour penser à tout ça. Vous devez penser au thème. Quel est le thème de votre collection? Et comment vous le traduisez dans le prix de vos items? Est-ce qu'il y a un col inhabituel et qui s'est reproduit sur la manche d'une veste ou sur la taille d'un pantalon? Quelle couleur allez-vous utiliser? Est-ce que c'est quelque chose pour le marché local? D'après mon expérience, ce n'est pas important. Vous choisissez votre palette de couleurs et vous vendez, c'est tout. Dans la plupart des marchés africains, on a toutes sortes de couleurs, toutes sortes de tissus, et on n'a pas été habitué à telle couleur en particulier. Mais si vous exportez ou que vous êtes sur un marché plus développé, je sais qu'en Afrique du Sud, ça dépend. OK, alors peut-être vous allez faire un tissu imprimé original. Alors, tout ça, ça prend du temps. Quand vous prenez en compte le temps que vous prenez pour produire votre collection, vous devez prendre tout ça en compte, tout ce temps pour concevoir une collection. Alors, prenons juste l'exemple. Alors, par exemple, si vous prenez 2 semaines pour créer 10 articles, ça peut être plus ou moins élaboré, mais vous allez faire 10 articles, concevoir 10 articles en 2 semaines. Donc, vous aurez diverses idées et à la fin des 2 semaines, vous allez dire, voilà, ce sont mes 10 designs pour cette collection. Et maintenant, comment je fixe les prix? Donc, je voudrais me demander, quel salaire est-ce que je voudrais avoir si je travaillais comme designer pour quelqu'un d'autre? Alors, je répète, quel salaire mensuel je voudrais avoir si je travaillais comme designer pour quelqu'un d'autre? Alors maintenant, peut-être vous direz, ah, pour moi, il n'y a personne qui paie les designers. Ensuite, donc pensez, eh bien, combien est-ce que j'accepterais de prendre pour travailler pour quelqu'un? Peu importe le job, peu importe. Alors, quel montant d'argent va me motiver à me lever le matin et à aller travailler? Alors, vous prenez ce montant mensuel, vous le divisez par 2 et vous avez vos 2 semaines. Alors, pour ces 2 semaines, disons juste comme ça que si vous voulez 1 000 $ par mois comme salaire, ou ça peut être 2 000, alors allons-y, osons, disons 2 000 $ pour être designer pour quelqu'un d'autre. Alors, pour 2 semaines, ça fait 1 000 $. Alors oui, je fais
$1000 pour 2 semaines de travail. Dans ces 2 semaines, je vais concevoir 10 articles, 10 designs. Alors, je travaille fort, j'arrive avec des beaux designs parfaits, j'ai des idées qui ont été testées. Et là, à la fin des 2 semaines, j'ai ces 10 patrons, ces 10 designs qui sont parfaits. Je prends maintenant ce $1000, je le divise par 10 pour avoir mon prix par item. Dans ce cas, ça veut dire qu'un de mes designs vaut $100. On est toujours d'accord? Vous me suivez? Un design, c'est $100 de mon temps. Alors, levez la main si vous pensez que ça vaut beaucoup, que c'est beaucoup. Alors, $100 par design, est-ce que vous trouvez que c'est beaucoup? Je mets ça dans la boîte. Si vous trouvez que ça vaut beaucoup, levez la main. Que c'est cher, levez la main. Alors oui, je sais que les docteurs ou les designers dans votre pays ne gagnent pas $2000. Oui. Alors, c'est pas grave. Alors, faites juste me suivre la pensée et vous pourrez changer les prix par après pour votre pays. Mais maintenant, si chacun de vos designs vaut $100, et maintenant, pensez avec ce design, combien d'items, combien d'articles vous allez produire. Donc, si vous faites un design, et si je fais du prêt-à-porter, j'ai un design, alors j'en fais pas qu'un seul, hein, je vais en faire une quantité. Alors, si je dis qu'un design, c'est $100 et j'en fais 10, alors je mets ça dans le chat, là. Alors, essayez de ne pas écrire de commentaires pour tout de suite. Alors, on a 10 articles pour un design. Alors, ça fait $100 divisé par 10. Je suggère que c'est le prix de conception que vous pourrez ajouter à chaque item. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant si ce design est fait, mais que maintenant on le fait en 3 couleurs différentes? Alors, un qui est avec des rayures, l'autre qui est en imprimé, l'autre qui est avec des carreaux, par exemple. Alors, au lieu d'un design, au lieu de 10 items pour un design, là, on parle de 30 items. Alors j'essaie de garder les chiffres faciles. Alors, disons plutôt 5. Alors, avec un design, on va faire 5 divers types de motifs. Et maintenant, donc, on fait 10 articles par motif, ça fait 50. Alors, pour un design, on a 50 items. Maintenant, chacun vaut $2. Alors, on ajoute $2 au prix de chaque item. Alors, je répète encore, j'ai fait ce salaire imaginaire fabuleux de $2000 parce que je suis une rêveuse et je veux être reconnue. Donc, j'ai dit que mon travail vaut $2000 par mois. Maintenant, j'ai décidé que j'allais prendre 2 semaines pour concevoir une collection en particulier. Donc, c'est $1000 pour mes 2 semaines de travail. Et je conçois 10 designs parfaits. Alors, je prends mes $1000, je les divise par 10. Et maintenant, j'ai $10 par design. Mais je n'ai pas fait tout cet effort juste pour faire 10 morceaux. Maintenant, je pense que je vais utiliser ce design dans diverses couleurs, divers tissus. Donc maintenant, je dis je vais faire ce design avec 5 divers tissus. Alors, au lieu de faire 10 items, 10 articles, maintenant, j'en fais 5 fois 10. Alors, ce design m'a permis de créer 50 articles maintenant. Alors, je prends ce $100 par design et maintenant, je le divise par 50 articles que je vais produire pour la durée de vie de ce design et j'arrive à $2 qui est le prix que j'ajoute à cet article individuellement. On va repasser à travers tout ça sur une feuille de prix, de calcul de prix. Je crois que la plupart d'entre vous, vous avez bien compris l'idée. J'aimerais juste revenir à l'idée que bon, $2000 pour peut-être dans vos pays, c'est un salaire vraiment fou, mais ça revient à $2 par article. Ce n'est pas une grosse quantité d'argent si vous avez une marque solide et reconnue. Alors, pensons encore une fois au docteur. Le docteur imaginons qu'un docteur gagne $2000 par mois. Est-ce que vous ne valez pas autant que le médecin? C'est une question. C'est la valeur que vous vous donnez à vous-même. Pour certains, évidemment, si vous êtes malade, vous allez voir le médecin. Mais si vous avez une occasion spéciale, un mariage, vous devez aller voir le designer. Si votre enfant se marie, vous devez être bien habillé. Alors, la valeur est relative. Ne vous
mettez pas dans un scénario où vous pensez que le docteur doit être payé plus que vous. Si vous faites quelque chose de beau, de très haute qualité, pourquoi est-ce que vous ne devriez pas être bien payé? C'est beaucoup d'amour, c'est beaucoup d'efforts. Pensez, continuez à penser à ça et ne pensez pas automatiquement que vous ne méritez pas. Si vous faites du très bon travail, vous devez aussi être très bien payé. Et ça ne revient qu'à 2 $ sur l'item final individuellement quand on fait le calcul. Alors, laissez-moi partager mon écran encore une fois. Alors, cette diapo, c'est uniquement là-dessus. Prenez une prise d'écran, une photo ou quoi que ce soit. Je vais l'expliquer d'une autre façon parce que je crois que c'est plus facile à comprendre. Alors, je vais passer à la prochaine diapo. Oh, pardon, je suis allé trop loin. Alors, le travail par morceau. Alors, on a plusieurs façons de calculer le travail par chaque morceau. D'accord. Donc, dans certains endroits, les travailleurs sont payés par morceau qu'ils produisent. Alors, souvent, ça fonctionne comme ça. On dit, bah, je vous apporte 50 morceaux, je veux payer 2,50 $ et peut-être vous allez négocier à 3,50 $ ou 4 $. Alors, quelle est la différence entre négocier un prix de manufacture et négocier le prix d'un designer? Pour moi, ça dépend de combien de personnes peuvent faire votre travail. Alors évidemment, il y a peut-être un autre tailleur qui peut faire le travail. Combien de bons tailleurs il y a sur le marché? Alors, évidemment, s'il y a un tailleur qui est aussi bon et qui fait moins cher, c'est là que vous allez aller. Mais dans le secteur manufacturier, vous avez beaucoup de compétiteurs directs parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent faire exactement le même travail. Par contre, dans le cas d'un designer, vous ne faites pas exactement le même travail que d'autres parce que vous êtes des artistes, il y a de la créativité, vous émettez votre âme, votre inspiration, et c'est pour ça qu'il y a une différence. Certains d'entre vous, vous avez des employés, des travailleurs, vous les employez peut-être à base mensuelle dans votre atelier. Maintenant, au Kenya, il y a les gens, pardonnez-moi, alors, parfois, il y a des gens qui paient par item, par morceau, donc ils sont payés par morceau, et il y a d'autres qui sont payés avec un salaire mensuel. C'est ce dont je vais parler aujourd'hui parce que c'est un peu compliqué, plus compliqué. Alors, si vous avez un employeur mensuel, vous calculez leur salaire, mais il y a aussi d'autres choses. Alors, vous leur faites du thé, vous payez leur repas, ils ont des avantages sociaux, vous payez leur transport, peu importe ce que c'est, vous devez calculer tout ça dans le mois. Alors, vous prenez le coût total de votre employé et juste pour faire ça simple pour nous, vous pouvez le diviser par 4 pour avoir un taux hebdomadaire. Alors, parfois, le mois, c'est un peu plus. Alors, c'est peut-être 4,2 ou 4,5 semaines. Mais si on utilise 4, ça va être un peu plus haut. Et ce qui est mieux pour votre calcul de prix sur votre feuille de calcul. Sur votre feuille de calcul, vous voulez que le prix soit un peu plus haut que la réalité, parce qu'au cas où vous feriez une erreur qui vous coûte de l'argent. Alors, si vous prenez ce taux mensuel, que vous divisez par le nombre d'heures de travail et que vous ne comptez pas le temps de repas, le temps de la pause café. Donc, si votre travailleur prend 1 heure, il travaille, donc est là pendant 8 heures, mais qu'il prenne 1 heure pour le repas. Alors, si vous faites un jour de 8 heures, mais que 1 heure, c'est pour le déjeuner, alors vous calculez 7 heures pour les heures de travail et vous divisez ce taux hebdomadaire par 7 heures et 5 jours de travail et vous aurez ensuite un taux horaire. Ensuite, vous aurez besoin d'une horloge. Vous devrez comprendre exactement combien d'heures sont utilisées dans les divers procédés de votre entreprise. Combien ça prend de temps pour faire un patron? Et je ne veux pas dire que vous allez vite et vous devez revenir pour corriger. Non, calculez correctement combien de temps ça prend pour faire un bon patron où tout correspond bien et que ça fonctionne bien. Ensuite, vous prenez le patron, vous le mettez sur le tissu et vous trouvez donc où le placer sur le tissu. Combien de temps ça prend tout ça? Si vous mettez maintenant le tissu, vous pouvez calculer si vous mettez le tissu en couche avec une machine à couper, est-ce que vous allez sauver du temps?
Et maintenant, est-ce que vous allez faire des coutures sur la machine à coudre? Combien de temps ça va prendre pour faire les bordures avant de le coudre? Combien ça va de temps pour faire la finition, couper les fils, pour repasser? Combien ça prend de temps pour faire l'emballage? Pourquoi je vous demande de penser à votre produit, votre meilleur vendeur, de travailler avec ce meilleur vendeur? C'est que si vous prenez cet item seulement et que vous prenez le temps de regarder ce meilleur vendeur, vous aurez une idée beaucoup plus exacte de combien de temps ça prend. Mais notez aussi que quand vous faites un échantillon, ça prend plus de temps parce que le tailleur n'est pas encore habitué. Mais quand il y a quelque chose, si vous produisez plusieurs articles pareils en série, ça va beaucoup plus vite. Alors, laissez-moi savoir si vous avez des questions. Voyons, je vais vérifier s'il y a des questions jusqu'à maintenant. Il y a beaucoup de choses à propos de Moodle. H, OK, quelqu'un a pris une prise d'écran, c'est bien. Alors, oui, donc, quand on parle de passer du temps sur le design, c'est que ça permet aux designers de développer des designs uniques, esthétiques. Plus vous utilisez un design, plus vous passez de temps à faire du design, meilleur vous deviendrez. Alors, c'est jamais du temps perdu, le temps passé à faire des designs. Quelqu'un dit, est-ce que ça veut dire que c'est 2 $ par morceau par taille? Alors non, c'est 2 $ par item. Alors, si je fais 50 robes, peu importe leur taille, j'ajoute 2 $ au coût de cet item individuel. Pardonnez, d'interprète. Alors, peu importe que ça soit une petite taille ou une grande taille, c'est 2 $. Par contre, si je pense au coût du tissu, alors oui, là, le coût sera différent d'après la taille. Mais si vous pensez au coût du travail, la couture et ainsi de suite, le temps sera pareil. Ensuite, et si vous êtes le designer et le tailleur en même temps, j'ai déjà répondu à ça. Alors, si vous êtes le tailleur, si vous êtes en train de travailler comme tailleur, vous êtes à la machine à coudre, alors vous calculez votre prix selon ce que vous payeriez pour un tailleur. Alors, laissez-moi juste penser combien que ça coûterait pour un tailleur. Alors, c'est différent selon les pays. Alors, disons 200 $. Alors, disons, votre salaire mensuel pour un tailleur, c'est 200 $. Quand vous fixez le prix de votre vêtement, ne dites pas « Ah, c'est 100 $ parce que je le fais moi-même. » Non. Vous fixez le prix comme si vous aviez recruté un tailleur pour faire ce prix. Vous n'allez pas réduire les prix sur votre feuille de calcul en prétendant que vous recevez un salaire plus bas. Non. Donc, si les tailleurs si les tailleurs font 200 $ par mois dans votre pays, ne facturez pas 50 $ sur votre feuille de calcul parce que c'est vous qui le faites. Alors, vous facturez le prix comme si vous étiez payé en tant que tailleur. Peu importe l'entreprise, quand vous commencez petit, il y a diverses responsabilités qu'en tant que propriétaire, vous allez déléguer ces tâches spécifiques à d'autres personnes plus tard. Alors, quand vous fixez vos prix comme si vous aviez employé quelqu'un pour le faire, même si c'est vous qui le faites. Pardon, interprète, pas compris la question. Alors oui, donc quelqu'un qui a de l'expérience va travailler plus vite, quelqu'un qui a moins d'expérience va travailler plus lentement. Mais sur tout marché, si vous avez de l'expérience, vous pouvez avoir plus d'argent, gagner plus par mois que quelqu'un qui est inexpérimenté. Donc, quelqu'un qui est inexpérimenté prendra plus de temps, mais leur salaire sera plus bas parce que ce n'est pas un expert. Alors, vous pouvez prendre ça en compte quand vous fixez vos prix. Cette feuille de calcul, c'est universel, peu importe le type de vêtements que vous produisez pour femmes, pour hommes, pour enfants. On fait juste voir quel est le vrai prix de production. Ensuite, pour fixer les prix, c'est quelque chose de plus politique parce qu'on examine ce que le marché est prêt à payer. Par contre, quand vous regardez le coût, donc avec votre coût, vous pouvez voir quel est votre prix minimum de vente.
Mais si vous êtes sur un marché où vous avez une très belle collection, vous avez des très beaux vêtements, vous offrez quelque chose de spécial et vous pourrez faire payer plus. Et pourquoi pas? Pourquoi ne pas faire payer plus cher à vos clients? Est-ce que vous voulez faire de la charité pour vos clients ou est-ce que vous voulez avoir plus d'argent pour réinvestir dans votre entreprise et faire de la charité pour quelqu'un d'autre à qui vous voulez donner? Ensuite, euh, donc, rappelez-vous que si vous êtes un vrai artiste, vous faites le design vous-même, alors vous n'avez pas de compétiteurs. Il y a d'autres designers sur le marché qui, eux aussi, vendront peut-être aux mêmes clients, parce que, à moins que vous payiez quelqu'un pour acheter, pour porter vos vêtements seulement, bien évidemment, ils vont certainement aller acheter des vêtements ailleurs également. Alors, aucun client ne porte que les vêtements d'une seule marque 24 heures sur 24. Alors, même si votre vêtement à l'extérieur porte telle marque, eh bien, probablement que vos sous-vêtements sont une autre marque, vos souliers, vos chaussures sont une autre marque. Alors, vous ne devez pas considérer les autres designers comme des compétiteurs directs. Ils ne sont pas. Alors, les autres designers auront leur propre. Alors, si vous avez d'autres designers qui ont le même type de design et le même genre de tissu, la même standard de qualité, parfois vous pouvez vous mettre en équipe avec eux, vendre dans les mêmes boutiques, parce que vous savez que votre client, il achète de vous et peut-être qu'il achète d'eux aussi. S'il n'y a que deux designers dans une boutique, alors ça ne veut pas dire qu'ils vont acheter, ça ne veut pas dire qu'ils vont acheter plus de produits de vous. Peut-être qu'ils vont aller aussi chercher ailleurs parce qu'ils veulent plus de variété. Alors, les individus, avec leur même sens d'individualité, ils veulent exprimer cette individualité, ils veulent ressortir du lot. Ils veulent, et peut-être même qu'ils vont porter les vêtements que vous produisez d'une façon différente que ce que vous aviez imaginé. Donc, vous voulez, vous pourrez peut-être vous mettre en équipe avec d'autres designers qui vendent à la même clientèle. Ensuite, ne vous trompez pas vous-même. Donc, par exemple, regardez la peinture derrière moi, la toile derrière moi. J'aime l'art. Maintenant, ne pensez pas que toutes les propriétaires d'entreprise aiment l'art comme moi. Il y en a d'autres qui aiment divers types d'art. Alors, avec d'autres designers, c'est pareil. Ils ont un divers types de conception. Mais donc, allez voir avec quel designer vous avez des choses en commun, un peu des designs un peu semblables, une qualité semblable, des types de tissus semblables. Alors, vous pouvez travailler avec eux. Alors, quelqu'un qui est très conservateur n'ira pas bien avec un autre designer qui est plus d'avant-garde. Donc, soyez réaliste. Si vous vous mettez en équipe avec d'autres designers, voyez qui est compatible avec vous. Alors, pardon, j'ai fait un écart au sujet. Alors, les coûts du tissu maintenant. C'est relié à une question précédente à propos de faire les tailles. Alors, si vous calculez les prix de votre tissu, utilisez la taille la plus grande pour calculer le prix de votre tissu. Alors, surtout par contre, si vous faites des tailles extra larges et aussi des tailles normales, alors peut-être que vous voudrez calculer deux prix différents, un pour les tailles extra larges et d'autres pour les tailles normales. Alors, si vous utilisez la taille extra large pour tout calculer, il y aura une grosse différence parce que ça utilise beaucoup plus de tissu. Si vous utilisez de l'imprimé, alors oui, l'imprimé doit être à la même hauteur à l'arrière et ça peut vouloir dire que vous devez déplacer un peu votre patron pour correspondre aux mouvements, aux différences dans le tissu. Et ça va peut-être vous prendre un peu plus de tissu aussi. Et vous devez aussi penser à si vous mettez votre tissu, donc si vous mettez le côté d'un patron vers le haut et l'autre côté vers le bas, eh bien là, les deux côtés ne correspondront pas. Il y en a un, le motif sera en haut et l'autre, le motif sera en bas. Alors, vous devez penser à la façon dont vous utilisez votre tissu. Ensuite, comment avez-vous estimé le coût de transport? Est-ce que vos coûts de transport
Alors, si vous prévoyez faire beaucoup de transport de matériaux ou de vêtements, est-ce que ça va être beaucoup, est-ce que ça va coûter cher? Et ça dépend dans vos pays si votre monnaie coûte, comment elle se compare au dollar. Si vous avez beaucoup de variations dans la valeur de votre monnaie, alors parfois il vaut mieux estimer vos prix en dollars. Parce que si vous estimez que ça coûte tel prix sur votre monnaie locale, mais qu'un autre jour, ça a complètement changé, alors dans ce cas, où il y a beaucoup de variations, calculez vos prix en dollars plutôt pour avoir plus de stabilité. Maintenant, vous pouvez aussi calculer, est-ce que vous achetez en gros les tissus ou est-ce que vous achetez individuellement pour chaque client, donc vous faites plus d'aller et retour pour acheter les tissus, ça vous coûte plus cher, ça aussi. Ensuite, il y a la quantité. Si vous achetez beaucoup de tissus, ça peut vous coûter moins cher. Ensuite, vous calculez le prix de transport et vous le divisez par le nombre de chemises, par exemple. Alors, si je vais acheter du tissu pour faire 10 chemises et que c'est transporté sur une moto, là, le coût du transport est divisé sur les 10 chemises. J'espère que c'est clair. Ensuite, une chose très importante, ne basez pas vos prix de production sur le prix de votre échantillon. Quand vous faites des échantillons, vous les faites un par un et tout coûte plus cher. Il pourrait y avoir un peu de gaspillage sur votre tissu. Le tailleur est en train d'apprendre comment faire les coutures. Il y a une correction à faire et il faut refaire. Alors, pour vos coûts de production, ce que j'aime faire, c'est regarder la durée de vie du design. Alors, si par exemple, mon design me servira pour 50 items. Alors, si mon tailleur va faire le même article pour les quelques jours à venir, à la fin, ils vont aller très, très vite. Et si j'ai 5 tissus différents, je les mets un par-dessus l'autre et je les coupe tout en même temps. Peut-être tous les médiums en même temps, tous les moyens, les petites tailles, les grandes tailles, je les coupe en même temps. Eh bien, ça sauvera du temps aussi. Alors, si vous n'avez pas une machine à couper, ça fait une énorme différence sur la vitesse à laquelle vous coupez. Alors, ensuite, vous pouvez faire un prix. Vous pouvez utiliser le prix pour votre échantillon, mais ensuite, vous devez estimer la réduction que ça coûtera moins pour la production réelle. Alors maintenant, on va prendre une pause. Alors, il est 8h57. On va revenir à, on va revenir à 17h10 si vous êtes en l'Est africain, à 15h10 donc si vous êtes dans l'Ouest africain, et 16h10 si vous êtes en Afrique centrale, en heure du centre africain. Donc, prenez une pause, levez-vous, détendez-vous, et on revient dans 12 minutes. Et je vais vérifier s'il y a des questions et je vais répondre quand on revient. Alors, on se voit dans 12 minutes. While we are having our breaks, if you know that Bonjour tout le monde. Alors, pendant qu'on prend une pause, si vous voyez que votre appareil n'est pas nommé correctement, je vois certains noms comme T-iPhone. Alors, assurez-vous de nommer votre appareil correctement, sinon vous serez marqué absent. Merci. Hello, everyone. Break will soon be over. I'll be back in 3 minutes. Please, the user with the name iPhone, you just commented in French in the chat box. Please kindly rename your device. Please kindly S'il vous plaît, l'utilisateur qui est nommé iPhone, veuillez vous renommer, s'il vous plaît. Great. Give me a reaction. Donnez-moi, levez la main ou donnez-moi une réaction si vous êtes de retour. Donnez-moi un signe de vie. Alors, voyons quelle réaction je peux avoir. Ah, j'ai les cœurs. Qui sont revenus?
Alors, continuez. Comme ça, je saurai que vous êtes là. I'm trying to make this as Super. simple as possible so we all grow from it. J'essaie de rendre tout ça aussi simple que possible pour qu'on puisse tous apprendre. Alors, espérons le mieux. Wonderful. Super. I tried to answer a few questions. Alors, j'ai essayé de répondre à certaines des questions qui étaient dans le chat. Alors, si vous avez posé une question, vous pourrez peut-être trouver la réponse dans le chat, si l'interprète a bien compris. Alors, oui, il y a des réponses plus haut dans le chat. Oui, voilà. Alors, laissez-moi partager mon écran encore une fois. Ce qu'on va faire d'ici la fin, c'est que je vais vous montrer une feuille de calcul de prix. Et on a le markup. OK, donc voilà, cette feuille de calcul, c'est assez simple, mais ça peut changer selon le pays. Les valeurs peuvent changer selon le pays où vous êtes. OK, je vais juste changer le format ici. OK, donc les marges de profit pour la mode globale et les markups, pardonnez l'interprète. J'aime parler de ça parce que c'est assez difficile de fixer les prix sur le marché international. Parce que quand vous verrez ce qui est les prix qui sont sur le marché international, ça va vraiment vous surprendre. Pourquoi c'est aussi cher? C'est que ce sont des entreprises bien établies. Ah, les prix, par contre. Donc, il y a tout plein de choses que les entreprises doivent faire pour vendre leurs vêtements. Il y a plein d'étapes. Souvent, sur le marché africain ici, on oublie qu'on a plusieurs types d'entreprises. Et donc, on va en examiner 3. Alors, il y a différents modèles d'affaires que vous pouvez suivre. Alors, si c'est au prix et au volume, alors là, si vous avez ça, alors vous faites vraiment beaucoup d'argent. Si vous arrivez à ce point-là, c'est super. Ensuite, on a au prix et faible volume. Il y a plusieurs d'entre nous qui sont des designers qui sont dans ce type de modèle. On n'a pas forcément l'argent pour produire à fort volume et aller sur un grand marché. Mais si vous arrivez à faire croître votre entreprise et à vendre plus à l'échelle, alors vous allez être capable de passer au numéro 1, au prix et au volume. Ensuite, il y a faible prix et haut volume. C'est quelque chose de très commun avec les items, les articles de base. Alors, si vous faites, par exemple, des t-shirts, alors vous allez en vendre beaucoup. C'est quelque chose de base que tout le monde veut. Et dans une entreprise, vous voulez faire attention parce que vous ne faites peut-être pas assez de volume et à un assez haut prix pour votre marge de profit. Et là, vous allez arriver avec des profits où vos prix sont trop bas, même s'il y a de la demande. Et là, vous ne pouvez pas produire assez de produits parce que vos prix sont trop bas. Vous n'avez pas assez d'argent. Par exemple, si vous vendez beaucoup, mais pour arriver au prochain lot, à la production du prochain lot, eh bien, vous n'avez pas d'argent et là, il y a un arrêt dans votre production. Au début, évidemment, peut-être vous pouvez éviter certains coûts comme votre location pour l'endroit, ça doit être aussi peu cher que possible. Ensuite, il y a les types d'entreprises. Il y a les entreprises de mode rapide. Moi, je travaillais chez Mango avant. Et si la marge alors, par exemple, donc, la différence
de coût. Le coût du tissu qu'on importe, mais après, il y a les taxes, il y a les frais de transport et tout ça. Donc, ce coût réel du tissu, quand on importait de Chine ou de Tunisie, ça arrivait même à 5,5. Peut-être de Chine jusqu'en Tunisie. Bon. Alors, ce qui arrive avec Zara, par contre, c'est que puisqu'ils ont un fort volume, ils arrivent à contrôler beaucoup du procédé de production. Ils contrôlent la production du tissu lui-même. Et comme ça, ils arrivent à réduire le prix. Et là, s'ils disent, ben, on fait des milliers de mètres, peut-être des dizaines de milliers de mètres de tissu, alors là, on peut réduire les coûts sur l'échelle. Maintenant, si vous dites à une usine qui a des milliers de travailleurs et que vous leur donnez du travail pour les 3 prochains mois, alors définitivement, là, vous allez être capable de négocier le prix. Ensuite, donc, les grandes marques ont de mode rapide, ils peuvent aussi payer des salaires assez faibles, peut-être. On va y réduire leurs coûts. Parfois, leurs coûts sont plus faibles à cause du type de tissu qu'ils utilisent. Par contre, s'ils sont sur des marchés qui ont des associations de consommateurs assez fortes, par exemple, eh bien, ils doivent quand même maintenir un certain niveau de qualité. Maintenant, pour les designers de mode, vous allez peut-être regarder cette diapo et dire que j'ai fait une erreur, mais non. Alors, selon le modèle traditionnel, le designer vend en gros à une boutique. Alors, bon, peut-être qu'ils ont une boutique, mais en général, les designers vendent à une boutique externe et cette boutique doit aussi faire un profit. Alors, si moi, en tant que designer, je vends en gros à une boutique, ils vendent peut-être 10 morceaux, 50 ou 200 morceaux. Alors, on commence petit et on augmente progressivement. Alors, basé sur la taille de la commande, vous leur facturez un prix en gros et vous leur donnez la place pour qu'eux puissent couvrir leurs coûts à eux. Alors, traditionnellement, ce que le designer ferait, c'est qu'ils vont prendre le coût du produit et leur coût de production est multiplié par 2,5. Dans certains cas, ce serait 2,8, mais prenons 2,5 ici parce que c'est plus simple. Alors, en tant que designer, je vais prendre le coût de mon produit, je vais le multiplier par 2,5 pour avoir le prix de vente en gros auquel je vais le vendre à une boutique à Paris, par exemple. Ensuite, cette personne qui reçoit ça va vendre à Paris et eux, ils multiplient par 3. Dans la plupart des cas, il y a peu de chances que ça soit moins de 3 à moins qu'ils aient une vente. Alors, vous voyez, regardez ces chiffres. Je multiplie par 2,5 et ensuite la boutique qui le vend, eux, ils multiplient par 3. Et le prix vendu au client, ça inclut les ventes aussi, les taxes de vente. Ça veut dire que si je multiplie par 2,5, si un produit qui coûte 10 $ à faire, je le vends à une boutique fois 2,5, ça fait 25 $. La boutique l'importe, paie le transport, les taxes, et il multiplie ce prix par 3. Donc, 25 multiplié par 3, ça devient 75 $. Alors, ce qui m'a coûté 10 $ à faire est revendu 75 $ au client final. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que j'ai une marge de 7,5 multipliée par 7,5.
Pour nous, en Afrique, ça défie l'imagination, mais c'est le système mondial de la mode. Chaque partie de la chaîne, chaque maillon de la chaîne doit faire de l'argent. Et à cause de ça, à chaque fois, ça s'ajoute, ça s'ajoute, ça s'ajoute. Et si par contre, je vais vers le client avec le même morceau, le même vêtement, vendu en ligne, si je fais aussi de la vente au détail, donc si je calcule mon prix de vente au détail et de vente en gros, je dois multiplier par 7,5. Alors, pour beaucoup, c'est difficile à comprendre et c'est des mathématiques qui sont difficiles à utiliser sur nos marchés. Et ce qu'on fait chez nous avec la marque Kiko Romeo, on doit faire le 2,5 fois 2,5 et fois 3 parce qu'on vend sur un marché international, on a un agent et c'est la pratique standard. Donc, si vous avez un site web et que vous vendez sur le Royaume-Uni, le Japon et que les gens achètent sur ce site, c'est le calcul qu'il faut faire. Donc, les gens finissent par $750. So what we've now done is in the East Africa, when you go on our website to shop, if you put in your country and your country is one of the East African countries, it's generally a 25 to 30% discount. But we haven't done that for, say, Nigeria, Ghana, because if we're shipping from East to West Africa individually, there's a huge cost attached. It's actually very expensive for us. And so we've given that discount in the East African market to make it easier for our local clients to be able to shop. Okay, pardonne l'interprète, on dirait qu'il y a un problème. OK. Alors, voilà, ce calcul, vous devez le faire pour si vous vendez vos produits sur des boutiques vraiment top, des magasins vraiment top internationaux. Alors, c'est ce calcul que vous devez faire. Et ça veut dire que pour ces boutiques, même s'ils vendent à 50% de rabais, ils font quand même un certain profit. Et bon, ou à 50%, bon, en calculant le taux de transport, les salaires de leurs employés et tout, bon, peut-être que c'est égal. La prochaine section, c'est important de bien comprendre pour que vous évaluez votre valeur correctement. Alors, ce que je suggère ici, en général, on a divers types d'entreprises. Alors, je vais arrêter de partager pour l'instant. Nous, en tant que designers, on peut vendre nos designs, faire la promotion de nos designs. Alors, comme un designer graphique vend son art, un graphiste vend son art et un designer de mode vend aussi son art. C'est un service de design. Et souvent, on a aussi notre propre atelier où on organise la production. Et ça, c'est un autre type de business. Donc, on prend un design et on en fait un produit. Donc, ça, c'est le deuxième aspect de l'entreprise. Et ensuite, la troisième business qu'on a, c'est la vente au détail. Souvent, on vend aux clients par Instagram, par Facebook, par des sites web, par notre propre boutique physique. Alors, on a trois entreprises, en fait. Et chaque entreprise doit faire son propre profit. Alors, même si votre entreprise de design, c'est dans votre chambre à coucher et que vous vous asseyez dans le coin à votre bureau et que vous faites vos designs de vêtements, c'est un business. La production, j'espère que vous avez compris, c'est un autre business. Ça aura d'autres employés, d'autres fournisseurs. Et la dernière business, c'est la vente au détail. Vous avez vos employés dans la boutique, vos canaux de distribution et chaque aspect de votre entreprise ou chaque business doit faire son propre profit. Alors, si vous gardez ça à l'esprit, alors vous comprendrez pourquoi c'est important d'avoir une marge de profit à chaque étape. Par exemple, si je vends à un hôtel et que je vends beaucoup du même produit,
comment est-ce que l'hôtel se sentira si je multiplie mon prix par 2 et que dans ma boutique, je vends au même prix? Alors, le prix à ma boutique, dans ma boutique, c'est multiplié par 2 et je fais le même prix à l'hôtel, mais l'hôtel, quand ils revendent, ils doivent aussi avoir un profit. Alors, c'est pas fair play. Si une boutique vend mon produit, mais qu'ils voient que dans ma boutique à moi, je vends mon produit 2 fois moins cher, et ils ne veulent plus acheter de moi parce que je leur coupe l'herbe sous le pied. Pourquoi est-ce que je vendrais à l'hôtel le double de ce que le designer fait dans son atelier? Ce n'est pas logique. Alors, si vous vendez au double de votre coût de production, par exemple, alors passez à 4. Multipliez votre coût de production par 4 et vendez à ce prix-là au détail. Non, ne pensez pas, vous devrez peut-être changer votre état d'esprit. Vous ne devez pas penser que c'est OK de vendre seulement au double de votre coût de production. Alors, vous pouvez, sur le marché africain, voilà, votre coût de production multiplié par 2, ça sera votre prix de vente en gros. Et ensuite, vous multipliez encore par 2 pour votre prix de vente au détail. Si vous avez pris ça en compte, ça rendra la tâche plus facile pour le vendeur au détail, ceux qui achètent de vous. Alors, en résumé, si quelque chose me coûte 10 $ à faire, le designer le vend à une boutique pour 20 $. Si la boutique le vend à son consommateur à 40 $, ça veut dire que la marge de profit totale, c'est multiplié par 4 et c'est le minimum, c'est le prix minimum auquel vous devez vendre votre produit. Et idéalement, même, vous devriez multiplier par 5 pour couvrir les coûts de transport et les taxes. Alors, si votre prix de vente au détail est multiplié par 2, essayez de passer à 3. Si vous êtes à multiplier par 3, passez à 4. Et ceux qui font ça, ils finissent par vendre plus, pas moins. Pardon, l'interprète. Alors, et dans des cohortes précédentes, tout le monde à qui j'ai enseigné de vendre plus cher, ils m'ont dit ensuite qu'ils vendaient plus. Ils vendent leurs produits plus cher et ils vendent plus parce que quand le produit est peu cher, les gens pensent que c'est de la mauvaise qualité. Alors, pardon l'interprète. Donc, si vous comprenez la logique, essayez. Vous allez voir que ça marche. Vous allez dire, je suis désolé, je dois augmenter mes prix parce que mon mentor me l'a dit. Ils m'ont dit que si je ne le faisais pas, mon entreprise allait faire faillite. Et j'ai dû faire ça il y a longtemps. Et ça a tellement fait de différence avec la quantité d'argent que j'ai pu avoir dans mon argent et j'ai pu faire croître mon business. Alors, vos clients ne veulent pas que vous fassiez faillite. Ils veulent avoir plus de produits de vous. Alors, ils vont probablement vous aider. Alors, si vous vendez au détail, vous voulez vendre au même prix qu'une boutique qui achète vos produits les vendrait aussi, pour ne pas être en compétition avec eux. Alors, juste pour vous rappeler quelque chose qu'on a dit un peu avant, plus de volume vous avez, plus de revenus, plus vous aurez besoin de revenus. Si vous avez une marge de profit assez grande, eh bien, vous allez avoir ce revenu dont vous avez besoin. Si vous vendez au double du prix de production seulement, vous allez manquer d'argent et vous allez avoir des arrêts dans votre production. Si vous êtes à x3, vous allez avoir un peu de mal. Vous allez devoir faire vraiment beaucoup de volume pour pouvoir arriver au revenu dont vous avez besoin. Alors, développez votre histoire, votre image de marque. Faites de la bonne qualité, vendez votre produit, faites du bon marketing. Et ensuite, vos clients ne penseront pas au prix, ils vont penser à la valeur du produit qu'ils achètent. Alors, vous ne pouvez pas avoir de la compétition avec Zara ou H&M ou
Chine, certainement pas. Ils ont d'énormes volumes de production. Vous ne pouvez pas leur faire concurrence. Donc, vous devez penser différemment. Vous devez faire les choses différemment. Vous pouvez admirer leur design ou quoi que ce soit, mais en tant qu'entreprise de design, vous devez penser différemment des grandes marques. Faites un modèle qui vous convient et concentrez-vous là-dessus. Alors, je vais arrêter de partager, je vais vous parler un peu et ensuite partager quelque chose. Est-ce qu'on a des questions là-dessus? Je vais y répondre. Avant de vous montrer un gabarit Excel, je vais essayer de vous montrer certaines de ces choses reliées au markup, donc au calcul des marges de profit. Je vais juste vérifier. Écoutez, il y a beaucoup de gens qui me disent qu'ils ont sous-évalué leurs produits. Si vous vous comparez avec d'autres designers et qu'ils vendent tous moins cher, de moins en moins cher, et là, c'est une course vers le précipice. Vous allez tous faire faillite, quoi. De façon alternative, si un designer dans votre marché soudainement charge un prix très, très haut pour quelque chose et que vous êtes, oh mon Dieu, au lieu de dire, oh mon Dieu, comment ils peuvent charger un tel prix? Bien, dites plutôt, oh mon Dieu, c'est super, c'est fantastique. Alors moi, je peux aussi faire un prix plus haut. Alors, si les autres ont des prix plus hauts et qu'ils ont des clients, ils vendent des belles choses, alors moi aussi, je peux faire ça. Alors, si je vends une robe, par exemple, à 1000 $ et que j'en vends 5 par mois, j'en vends seulement 5 par mois, ça me rapporte donc 5000 $. Et si ma robe, au lieu de coûter 1000 $, m'en coûte 500, non, si je vends à 1000, j'ai besoin d'en vendre 5 pour faire 5000 par mois. Si je vends à 500, alors je dois en vendre 10. Si je vends à 250, alors j'en ai besoin d'en vendre 20. Si je vends à 100 $, alors là, j'ai besoin d'en vendre 50. Si je vends à 50 $, alors là, il faut que j'en vende 100, et ainsi de suite. Et si je vends à 25 $, alors je dois en vendre 250. Alors, quelle est la force de votre marketing? Est-ce que votre équipe de vente est bonne? Qu'est-ce qui est le plus simple? Vendre 10 items à 500 $ ou 50 articles à 100 $ ou 250 articles à 25 $? C'est ce que vous devez vous demander. Mettez ça dans le chat box. Ah non, je mets ça dans le chat box, pardon. Pouvez-vous vendre plus facilement? Alors, ça dépend de votre type d'entreprise. Qu'est-ce qui est le plus simple? 5 robes à 1000 $, 10 robes à 500 $, 50 robes à 100 $ ou 250 robes à 25 $ pour rapporter 5000 $ par mois. Si ce chiffre vous paraît complètement extravagant, alors c'est pas grave. Appliquez ça à votre modèle personnellement. Alors, pensez, quel type de marque est-ce que vous êtes? Si vous êtes si vous visez le marché de masse et même vendre 250 robes à 25 $, c'est quand même beaucoup de travail, à moins que vous ayez une grande boutique et une grande équipe de vente que vos clients achètent en gros. Si vous vendez directement au public, qu'est-ce qui est le plus facile pour vous? Quel est le type de marché sur lequel vous évoluez? Quel est l'historique de votre marque? Alors, je ne peux pas juger de ça. Mais vous devez décider de comment vous voulez vous positionner en tant que marque. Et si, par exemple, 500 $, c'est très cher sur votre marché, peut-être qu'il y a un autre marché où les gens paieront 500 $ pour un vêtement. Je sais que 500 $ pour beaucoup de pays, c'est très élevé. Et pour vendre à ce prix, vous devez avoir un super design et une super histoire. Vous devez faire beaucoup d'efforts sur votre marketing. Et si vous vendez 250 robes à 25 $, alors vous devez avoir une équipe de vente très bien organisée et vous devez avoir des gens bien organisés à des endroits stratégiques.
Si vous dites pour vendre à 1 000 $, vous devez vendre à des célébrités et être très célèbre, c'est peut-être vrai. Et il y en a qui savent comment faire ça. Alors, c'est à vous de voir qui vous êtes dans ce monde de la mode. Pardon, l'interprète. Alors, recommandez-vous toujours cette approche pour des items qui généralement ont un plafond de prix? Alors oui, il y a un plafond dans des marchés spécifiques sur des items qui sont des articles qui sont faits par beaucoup de fabricants. Alors, s'il y a beaucoup de fabricants qui font beaucoup d'articles similaires, faits tous de la même façon, alors ça, peut-être, ça veut dire que si vous n'avez pas fait quelque chose de spécial et que vos procédés ne sortent pas de l'ordinaire, alors là, oui, il y aura un plafond parce que vous êtes en compétition avec beaucoup d'autres personnes. Et là, vous devrez décider. Donc, oui, donc et là, ça veut dire que votre marque est similaire. Donc, si votre marque est similaire à beaucoup d'autres marques, alors là, oui, il y aura un plafond. Mais si vous faites du design unique, le plafond dépend de comment vous vendez vos produits, votre marque. Est-ce que c'est une édition limitée? Est-ce que c'est quelque chose d'unique? Je fais juste lancer des chiffres en l'air parce qu'en réalité, il n'y a pas de limite. Le prix peut être n'importe quoi. Alors, ça dépend de où vous voulez vous positionner, où vous voulez positionner votre marque, et là, vous fixez vos prix en fonction de ça. Si vous voulez positionner votre marque pour desservir ces deux marchés, si vous voulez accéder à divers types de marchés et avoir, par exemple, un haut de gamme et du bas de gamme, alors là, il vous faudra avoir complètement une différente identité de marque, deux sites web, deux stratégies de marketing, deux niveaux d'attention aux détails et divers niveaux de complexité sur les motifs, sur les patrons. Vous pouvez faire des patrons plus simples, plus rapides à produire. Alors, votre approche à la production pour les deux marchés différents sera très différente. Alors, je vais juste regarder d'autres messages. Alors, laissez-moi vous... Pardon, l'interprète. Donc, par exemple, nous, au Kenya, nous avons des marchés divers niveaux de salaire. Alors, c'est facile d'avoir un niveau de haut de gamme. Donc, ma fille se positionne dans le marché plus haut de gamme un peu. Notre marché original, c'était plutôt la haute classe moyenne. Et maintenant, on a une marque qui vise le marché un peu plus haut de gamme. Donc, on a fait une transition. Et vous pouvez décider à quel moment, si vous voulez transitionner d'une gamme, d'un niveau financier à un autre, vous devez bien décider. Alors, pour vous, si vous produisez des vêtements simples, rapides, alors peut-être qu'un marché plus bas de gamme ou pour la population générale, c'est mieux pour vous. Donc, vous devez vérifier donc qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites comme produit et commencer avec ça. Et ensuite, vous pouvez étendre vos activités à d'autres gammes, à d'autres gammes de prix, par exemple. Donc là, je vais partager un fichier Excel avec vous. Je vais aussi partager ça avec vous dans le groupe WhatsApp, que vous puissiez mettre les chiffres pour votre best-seller à vous. Alors, commençons par le haut. C'est un gabarit. Donc, vous pouvez mettre le nom de votre compagnie et de votre marque. Vous pouvez avoir, dans votre compagnie, vous pourriez avoir diverses marques. Donc, mettez le nom de votre marque. Si j'ai mis une description, une robe droite, longueur au genou, avec des manches 3/4 et de l'imprimer sur toute la surface. Donc maintenant, vous faites la liste de la composition de la fibre. Alors, si quelqu'un utilise ce gabarit pour... donc, si quelqu'un utilise ce gabarit pour une production future, ils voudront savoir quelle était la fibre que vous avez utilisée. Et je mets le fournisseur. Ensuite, je mets la taille. C'est important parce que si je fais au départ avec une taille à 45 pouces et qu'ensuite j'utilise 58 pouces, alors je vais avoir besoin de moins de longueur. Pardon. Alors parfois, vous achèterez par pièce, par morceau.
Donc, si pour une robe, j'ai besoin de un morceau ou de un morceau et demi de tissu, donc ici, je disais, ça me prend 1,5 unités de tissu. Et là, ici, le coût, ça sera le coût du morceau, de l'unité de tissu, si ce n'est pas vendu au mètre. Alors, laissez-moi mettre n'importe quoi, peu importe le chiffre. Alors, donc, voilà, les prix total va changer. Alors, le morceau de tissu coûte 20 $, j'en utilise 1,5 et voilà, automatique, ça me calcule 30 $. Alors, quand vous faites ce calcul, s'il vous plaît, n'écrivez pas dans les boîtes grises. J'ai déjà écrit ce qu'il faut pour que ça y ait un calcul automatique. Si vous écrivez dans les boîtes en grise, alors le calcul, la formule sera perdue. Alors ensuite, j'ai mis autre chose. Bon, il y a des élastiques. J'ai mis où je me procure les élastiques. J'ai mis la largeur d'élastique, combien ça coûte par mètre, combien de mètres dont j'ai besoin et combien ça coûte par mètre. Et ensuite, voilà, c'est calculé automatiquement. Donc, ensuite, les étiquettes. J'ai oublié c'était pourquoi, mais bon. Alors, mettez autant de détails que possible. C'est très important que dans ces colonnes, je mets juste… bon, laissez-moi les mettre dans une autre couleur pour que vous sachiez bien quelles ils sont. Dans ces colonnes, ne mettez pas mètres. Mettez que des chiffres sans unité. Si je mets 2M, par exemple, à droite, il y a une erreur. Là, ça écrit value. Alors, si je mets juste un chiffre, là, n'écrivez pas de lettres dans ces cases, juste que des chiffres pour que le calcul se fasse automatiquement à droite. Alors, ensuite, tout ça, c'est en dollars. Alors, je vais juste montrer. Bon, j'ai mis design, j'ai écrit c'est facile, ça a pris 3 heures et j'ai mis un taux horaire de 10 $ pour le design. Alors, bon, je vais juste le laisser comme ça pour le moment. Si vous faites des journées de 8 heures, par exemple, ça va vous coûter 80 $ pour la journée. Mettez les chiffres que vous voulez là-dedans. J'ai mis le design plus cher que l'artisanat et que couper les patrons parce qu'il y a une hiérarchie voilà, dans l'entreprise. Le design vaut plus cher. Vous voyez ici, quand on dit quantité de production à 10 $, 10 unités, pardon. Alors, vous n'écrivez pas là. Ce que j'ai fait là, j'ai mis un chiffre en haut. Alors, je change à 1 et en bas, ça change. Alors, dans ce cas-là, tout le processus de design, de coupe, de patron, tout ça, c'est calculé pour un morceau seulement. Donc, le chiffre là, 1, il va changer en fonction de ce qui est écrit en haut. Alors, je veux juste changer la couleur. Alors, vous voyez le prix total ici, 183 $. Si je fais qu'une seule unité. Donc, ça, c'est mon coût. Combien ça me coûte pour produire ce vêtement? Ce n'est pas mon prix de vente. Alors, c'est combien ça me coûte pour une unité. Mais si je dis que j'en fais 10, mon prix maintenant, c'est 47 $. Au lieu de 183, maintenant, c'est devenu 47. Et j'avais mentionné plutôt 50. Alors, voyons encore, qu'est-ce qui se passe si on met 50? C'est devenu 35 $. Alors, il n'y a pas une énorme différence entre… Laissez-moi juste zoomer. Il n'y a pas une grosse différence entre une quantité de production à 50 ou à 10. Est-ce que vous voyez? 35 ou 47 $, ce n'est pas une énorme différence. Si je mets 5, on joue un peu encore. Ce n'est pas une énorme différence, c'est 62 $. Alors, imaginez, si à chaque design que vous faites, fabriquez-en au moins 5. Si vous pouvez en faire 10, allez-y. Mais si vous en fabriquez 5, ça fait une grosse différence comparé à si vous en faites seulement 1. Bon, maintenant, je dirais, bon, si j'en fais 3 dans une couleur, 4 dans l'autre. Si j'ai un coût de production à 47, ensuite, j'ai mis un facteur de 2 pour la vente en gros et encore de 2 pour la vente au détail. Alors, au final, la robe qui m'a coûté 47 $ à produire, je l'ai vendue à la boutique à 95 $ et ensuite, je la vends
au public, moi, ou la boutique, alors le prix de vente au détail, c'est à 190. Si je change ces facteurs ici, si j'ai un acheteur international, alors là, je dois mettre 2,5 pour m'assurer qu'il paye pour le transport. Et là, on a leur coût de vente à 119. Et c'est eux qui vendent à un public qui a plus d'argent, qui a plus d'accès aux cartes de crédit. Ils ont mis leur marge plus haut à 3 et le prix final est à 357. Alors, cette robe qui m'a coûté à peu près 50 $, je l'ai revendue à 119 et ensuite elle est revendue au public à 357. Et vous pouvez jouer un peu avec les chiffres. Revenons au taux local de 2 ou vous pouvez mettre 2,25 ici pour la vente au détail, par exemple. Je vais mettre 2,25. Et ces chiffres, vous pouvez les modifier un peu, mais quand on arrive au prix final, si je le vends à 190 ou à 230, quelle est la différence? Ça dépend de comment vous racontez votre histoire. Pour autant que la qualité soit bonne, ça c'est très important, si le design est original, pourquoi est-ce que vous ne fixeriez pas un prix comme ça à votre client? La seule chose, l'élément important, c'est est-ce que vous racontez une histoire? Est-ce que vous expliquez comment c'est fait? Est-ce que vous expliquez comment vous avez mis de l'amour, comment c'est fait à la main? Les mains, c'est des choses vraiment spéciales. Vous avez une énergie qui passe par vos mains. Quand vous faites la couture à la main, c'est fait différemment. La façon dont vous faites le produit à la main, c'est connecté avec votre esprit, avec votre cœur. Ce sont des choses spéciales qui font qu'un vêtement est fait avec amour quand c'est fait à la main. Si quelqu'un est en colère et qu'il fait un vêtement, ça sera un gâchis. Alors, essayez de garder une belle atmosphère dans votre atelier pour que ceux qui produisent les vêtements à la main le fassent avec amour. Et quand vous racontez cette histoire, les gens ils ne se soucient pas tellement du prix. Si c'est des gens qui ont de l'argent ou ils ont décidé de mettre de l'argent de côté, ou peut-être ils peuvent payer à tempérament. Alors, si vous voulez un vêtement vraiment spécial, vous allez mettre de l'argent de côté petit à petit et vous allez l'acheter. Et c'est ce que les gens font quand ils viennent vous voir. Bon, s'ils ont une carte de crédit, c'est facile parce qu'ils payent avec la carte de crédit et ensuite ils payent la banque. Ou s'ils veulent vous payer à tempérament, pourquoi pas? Laissez-les payer par versement petit à petit. Oui, ce gabarit, cette feuille Excel, je vais la partager dans le groupe. Si vous avez une entreprise de vente au détail, pardon, l'interprète, dans pratiquement tous les pays d'Afrique, à peu près, je dirais 2 ou au maximum 2,5. Parce que dans notre marché à Nairobi, on a de la vente au détail assez formelle. En général, ils ne mettent pas un facteur de 3, ils mettent 2,5. Et on sait ce qu'est. Le facteur, il est bien fixé. Okay. On va partager le fichier Excel par WhatsApp. Alors, pour calculer le coût, assurez-vous d'utiliser une taille plus grande et pas une petite taille. Parce que si vous utilisez une petite taille pour calculer vos prix, alors là, vous allez avoir moins de profit. Si vous utilisez une taille de vêtement qui est un peu plus grande, ce n'est pas grave. Pardon, l'interprète, je n'ai pas compris. Alors oui, donc on parle en une question avec le Mali. Certains Maliens veulent des vêtements européens et certains marchés européens veulent des vêtements maliens. Alors, vous pouvez toujours faire 2 marques différentes pour ces 2 différents marchés. Alors, certaines personnes disent qu'ils veulent avoir le gabarit Excel. Je suis heureuse que plusieurs d'entre vous semblent avoir compris ce que j'ai dit. Alors, juste pour essayer de résumer, le point clé, c'est le marketing. Alors, si vous avez un facteur de x2 ou x3, comment est-ce que vous pouvez passer à un prix plus élevé encore? Alors, vous pouvez dire, ah, c'est ma dernière collection, tous les tissus coûtent plus cher. Ou peu importe comment vous voulez le dire, vous pouvez dire, c'est ma nouvelle collection, la collection est à tel prix. Une autre façon, c'est d'inventer votre conseil d'administration qui vous a dit, ah, vous devez augmenter les prix pour ne pas faire faillite. Alors, c'est un peu dramatique. Ben,
C'est un peu spectaculaire, mais bon, ça fonctionne. Donc, il y avait une propriétaire d'entreprise où elle avait des tailleurs, ou 4 qui étaient des bons tailleurs, et il y avait un tailleur qui était toujours en train d'apprendre. Et quand c'était les tailleurs d'expérience, les prix étaient plus hauts. Et quand c'était les tailleurs moins expérimentés qui faisaient le vêtement, elles facturaient moins cher. Et donc, quand un client ne voulait pas payer le prix normal, alors elle leur offrait l'option de payer moins cher pour le vêtement fait par le tailleur moins expérimenté. Alors, la chose principale sur laquelle vous voulez travailler, c'est raconter votre histoire. Et faites une transition. Connaissez votre marché, votre cible, sachez où vous allez, où vous voulez vous diriger et allez-y un pas à la fois. Un objectif que vous pourriez avoir, c'est dans un an, je veux fixer mes prix correctement. Ou d'ici Noël, je veux avoir mes prix bien fixés correctement. Ou c'est le Ramadan, alors pour l'Eid, je ne sais pas comment on dit en français, pardonnez-moi. Alors, pour la fin du Ramadan, c'est là que les gens dépensent beaucoup. Il y a des festivals. Alors, voilà, bonne chance. J'espère que ça va bien pour vous. Ça va bien se passer pour vous. Merci beaucoup. S'il vous plaît, dirigez-vous vers le chat box pour donner vos commentaires. Et merci à Anne McCreath pour une session fantastique. Je vois que la chat box bouge vraiment beaucoup. Des beaux commentaires, comment les participants ont appris. Et nous sommes vraiment reconnaissants, Anne, pour cette session très instructive. Ce gabarit Excel sera partagé sur le groupe WhatsApp. Si vous n'êtes pas encore dans le groupe WhatsApp, envoyez-nous un message. Ma collègue va partager le lien WhatsApp dans le chat. Si vous avez besoin de quelque aide que ce soit, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à fashionomicshelpdesk@cchelpafrica.com. Donc, envoyez-nous un mail et nous répondrons à vos questions. Donnez-moi un instant, je vais partager le lien pour le groupe WhatsApp si vous n'êtes pas encore dessus. Juste un instant, s'il vous plaît. Alors, voici le lien du groupe WhatsApp dans le chat. Si vous devez rejoindre le groupe WhatsApp, utilisez ce lien. Si vous avez des questions ou des questions que vous voulez poser, envoyez-nous un mail à fashionomicshelpdesk@cchelpafrica.com. Et nous répondrons à vos questions dès que possible quand nous les recevrons. Anne McCreath, il y a quelqu'un qui demande à avoir votre compte Instagram et veut vous suivre sur Instagram. Alors, j'ai déjà partagé ça. Alors voilà, c'est écrit sur le chat. Merci beaucoup tout le monde. Je suis sûr que c'est 2 heures très utiles que vous avez passées, que vous avez investies. Il y aura une autre session demain à la même heure, mais pas avec le même lien qu'aujourd'hui. Par un interprète, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. Donc, quelqu'un nous dit qu'ils ont envoyé un mail au helpdesk et qu'ils n'ont pas reçu de réponse. S'il vous plaît, ça doit être une erreur. Veuillez nous le renvoyer. Normalement, on répond dans les 24 à 48 heures. On se revoit tout de suite sur WhatsApp et on se revoit encore demain. Merci Anne McCreath, on apprécie vraiment votre aide. Alors, je vois qu'il y a encore des commentaires sur le chat box. Je crois que c'est tout. Alors, l'interprète vous dit au revoir et à demain. Vous pouvez nous écrire vos commentaires si vous voulez. Donc, vous pouvez continuer à écrire vos commentaires. Bon, alors l'interprète vous souhaite une bonne fin de journée et à demain. Okay, Omlabaki, I'm off, but I'll Thank be you very happy much. to We were meet, actually waiting for you because we suspected that you were responding to comments in the chat, but that's why Yeah. we didn't close the meeting. Exactly. So I'll just respond to anything that comes up in WhatsApp if you send it to me again in a Google Doc, or we can share the one I Yeah. did last time, as well as a template. That'd be great. Cool. Thank you. Bye. Thank you very much. you. Bye. Bye.